Salut à tous, chers explorateurs du réel. Voici aujourd'hui une nouvelle émission sur les sentiers du réel. Je m'appelle Alexis et aujourd'hui, on va parler des humites, les fameux humites. Ah mon Dieu, si vous ne connaissez pas les humites, ça fait très longtemps qu'on en parle. Ça fait très longtemps que je voulais faire un sujet sur la question des humites, qui a été, on peut le dire, mon cher Paul, je pense, mis en avant par Jean-Pierre Petit à l'époque. Ça, Exactement. voilà, ça on va y revenir bien entendu. Les humites qui, voilà, de manière très rapide, sont finalement des soi-disant extraterrestres qui auraient envoyé des lettres justement à Jean-Pierre Petit, hein, le scientifique qui ne s'est jamais considéré comme ufologue, mais qui a toujours expliqué, ou en tout cas vulgarisé, comment le système de propulsion, notamment des ovnis, et c'est ce qu'on disait en off avec Paul aujourd'hui, la manière dont il se propulse. Et moi, j'ai connu Jean-Pierre Petit, ancien directeur du CNRS, hein. Je l'ai surtout connu en 89 lors de la fameuse vague belge et aussi française, hein, puisque le triangle est apparu, si vous ne le savez pas, dans le nord de la France à cette époque-là aussi. Donc voilà, on va un petit peu parler des humites aujourd'hui avec Paul Ponceau, hein, qui nous revient donc pour ce sujet ufologique. Comment vas-tu, Paul? Eh ben, écoute, ça va très bien, ma foi. Bien estival, bien chaud, ça va. Estival, effectivement, à l'heure où on tourne, hein, donc là, je vous mens pas, on est donc le 6, le 6 juillet quand on tourne cette vidéo qui sort aujourd'hui le 19 donc. Et d'emblée, tu vas nous annoncer un rendez-vous pour le vendredi 24 si je ne m'abuse. Exactement. Donc déjà, le mardi 21 juillet 2026, j'organise une conférence d'analyse de l'actualité en ligne et en direct de 18 h à 21 h. Et le vendredi 24 juillet 2026, de 18 h à 23 h, j'organise un cours en ligne et en direct sur l'affaire Rennes-le-Château. Et le lien avec les inserts holographiques, la Tartaria et les intraterrestres. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à cette conférence et à ce cours en ligne et en direct sur notre site librairiedubonheur.com. Et bien sûr, je mettrai tous les liens en description comme d'habitude, mes chers auditeurs. Donc aujourd'hui, on va parler donc de ces fameux humites. Alors c'est comme disait Jean-Pierre Petit déjà à l'époque, hein, donc dans les années 90, début 2000, il disait que c'était déjà une blague qui durait déjà depuis plus de 40 ans, hein, puisque je crois que les premières lettres ne lui ont pas été livrées à lui, mais à d'autres scientifiques, hein, dans les années 60. Et comment est-ce que toi, tu as découvert, toi, effectivement, l'affaire Humo, comme on dit, l'affaire Humo? Alors, bah, l'affaire Humeau, donc pour faire simple, j'y suis tombé dessus un petit peu au hasard par le biais des cassettes de Jimmy Gueux. Donc ça, c'est vraiment dans les années 90, quand il y avait encore des cassettes. Et là, je suis tombé sur l'affaire Humeau, qui m'a vraiment, vraiment marqué, parce que c'est une affaire qui a plusieurs niveaux. Donc à la fois où il y a des lettres humides, où il y a aussi des apparitions du mythe qui ont été vues, qui ont été constatées, comme en parle Jimmy Cure. Et donc du coup, cette affaire m'a toujours intéressé depuis que j'ai vu cette cassette. Ensuite, je suis tombé sur un livre de la collection Rouge, livre J'ai lu, qui parlait de l'affaire Humeau. Du coup, je me suis un petit peu documenté sur ça, notamment les livres d'Antonio Ribera et de Jean-Pierre Petit, les classiques. Et puis, figure-toi que j'allais beaucoup en vacances à cette époque dans les Hautes-Alpes voir mes grands-parents qui étaient encore en vie, et ils avaient une maison donc à une centaine de kilomètres de La Javie. La Javie, justement, le village où a commencé l'affaire Humeau. Et puis après, est arrivé les années 2000 où j'ai commencé à me lancer dans le milieu des conférences, dans le milieu de la librairie et dans une recherche à temps plein et tout. Et là, justement, j'ai eu l'occasion de rencontrer des auteurs qui avaient écrit des livres sur l'affaire Humeau, notamment Christelle Séval, donc, mais aussi un réalisateur, Didier Talmon, qui avait un projet à un moment donné de faire un film sur l'affaire Humeau. Donc c'est un petit peu comme ça que j'y suis rentré dedans. Et puis c'est relativement récemment, parce qu'on a
vécu dans les Hautes-Alpes entre 2018 et 2024. Donc on était vraiment sur les lieux, qu'on est allé plusieurs fois à la Javie, qu'en étant sur le terrain, en faisant des promenades dans le coin, ben, j'ai repris goût à cette affaire, l'affaire Humeau, qui est une affaire vraiment passionnante, qui dure depuis les années 60, hein, on va dire ça comme ça, même depuis les années 50. Voilà un petit peu. Et ce qu'on peut dire, c'est que malgré tout ce que les gens ont pu dire, c'est une affaire qui est réelle, qui tient des origines à des entités non humaines, qui est connectée à la société parallèle, mais qui n'est pas forcément ce que l'on croit. C'est-à-dire que c'est pas des extraterrestres, comme tu t'en doutes, Alexis, qui sont là pour nous sauver, pour nous aider et tout. Donc, bah, comment tu veux commencer? Est-ce que tu veux que je te parle un petit peu de l'historique de l'affaire Humeau, d'autres Oui, c'est choses? ça. Ben, parce qu'effectivement, de ce que je me souviens du sujet, c'est que ça m'a beaucoup passionné pendant des années. Et effectivement, bah, bon, Jean-Pierre Petit lui parlait de ces fameuses lettres qu'il recevait dans une langue, enfin en tout cas dans une écriture absolument étrangère, inconnue, etc. Je me rappelle qu'il y a un certain Jean Paullion, là je saute peut-être des étapes, hein. Il y a un certain Jean Paullion qui va forcément qui reprend parce qu'il veut pas, voilà, il veut rester anonyme et il a repris Champollion qui lui avait décrit l'écriture égyptienne. Jean Paullion qui avait commencé à décrypter tout ça. Jean-Pierre Petit aussi qui apparemment, parce que ces lettres apparemment étaient quand même beaucoup d'indications scientifiques, véridiques. Et qui d'ailleurs Jean-Pierre Petit ne s'en est jamais caché, ça lui a beaucoup servi. Il s'en est beaucoup servi aussi pour ses études, pour son avancée à lui-même, etc. hein. Donc voilà, je sais que ça a beaucoup marqué. La question c'est pourquoi est-ce que tous ces scientifiques ont reçu ces lettres? Bon, ça c'est. Donc, bah oui, donc l'affaire Humeau, ça commence dans les années 30, où il y a un bateau norvégien qui fait des expérimentations, qui envoie un signal. Et soi-disant, d'après les lettres humides, c'est reçu par la planète Humeau, qui serait à 14 années-lumière de la Terre, 14 ans plus tard. Donc c'est reçu en 1948 par les Humides qui ensuite montrent une expédition euh, pour justement venir sur Terre explorer, et ils atterrissent en 1950 à La Javie. La Javie, c'est un village français donc qui est à quelques kilomètres de Digne-les-Bains, et c'est un village, voilà, c'est très très mystérieux parce qu'à la fois il y a le côté typique de la Haute-Provence, à la fois c'est un paysage montagneux. On croirait même pas qu'on est en Haute-Provence, si tu veux. C'est vraiment plus comme les Alpes du Nord, les Vosges ou un truc comme ça. Et en même temps, il y a ce côté provençal. Donc voilà, c'est un lieu très sympathique où il y a beaucoup de promenades à faire. Et c'est un village où il y a eu beaucoup d'apparitions d'ovnis, en tout cas de phénomènes liés à l'ufologie. Par exemple, dans les années 40, donc il y a la Bléone qui passe derrière la Javie, et dans la rue principale de la Javie, il y a eu une entité de type homme-grenouille qui a été vue par quelqu'un qui sortait de la Bléone dans la rue principale de la Javie, parce que c'est un petit village où il y a presque aucun commerce, il y a quelques cafés, une boulangerie, je crois une supérette, et une rue principale. Et donc, à, à Pras-Haute-Bléone, donc qui est à une dizaine de kilomètres de là, dans la montagne, il y a eu aussi des apparitions d'entités. Et c'est un lieu qui est situé à proximité, à vol d'oiseau, du col de Vence, puisque c'est juste derrière finalement le massif montagneux, qui n'est pas loin non plus du plateau de l'Albion, qui est très proche du vortex de Théopolis, donc c'est un lieu hautement tellurique. Et on peut le ressentir quand on est sur place. On ressent que c'est que c'est un lieu qui est très mystérieux. Et c'est, voilà, un lieu qui est très beau. Il y a une beauté envoûtante de ces montagnes et tout ça. Et donc, la Javie, les Humites auraient atterri et se seraient installés dans une grotte, dans une formation
dans une formation naturelle, où ils auraient laissé des artefacts, où ils auraient créé un espèce de campement. Donc beaucoup de personnes sont allées chercher la grotte, même nous on est allé chercher puisqu'il y a des coordonnées plus ou moins visuelles dans les lettres humides et tout. On ne l'a pas trouvé, mais en fait, selon René Voarino, euh, la grotte aurait été découverte, retrouvée par Claude Poher, donc qui était le premier président du GEPAN, et Claude Poher s'intéressait à l'affaire Humeau. Et il aurait découvert, découvert cette grotte, donc confisqué les artefacts et tout ça. Le GEPAN, qui est connecté au CNES, connecté aux jésuites, connecté à la société parallèle, qui n'est pas là pour faire la vérité sur les ovnis, mais qui est là pour faire du debunking, pour, comme disait Jimmy Q, banaliser les affaires ovnis. Du reste, il y a un ancien président du GEPAN, Jean-Jacques Velasco, qui a écrit un livre relativement bon sur Roswell, mais pour la plupart, en tout cas, il n'y a pas d'ouverture d'esprit. C'est vraiment pour mettre le sujet ovni sous le boisseau. Alors, Claude Poher, ce qui est intéressant, c'est que c'est le neveu ou le petit-neveu, le neveu d'Alain Poher, président du Sénat. Donc, on voit bien que c'est connecté aux lignées de pouvoir, à toutes ces sociétés secrètes qui tirent les ficelles, comme on le voit bien. En tout cas, l'enquête de René Voarino, donc un ufologue euh, qui était actif dans la région de la Javie dans les années 90, il explique que la grotte, les artefacts ont été découverts, mis sous le boisseau. Les villageois, ils expliquent qu'il y avait effectivement des véhicules militaires qui passaient, tout des choses étranges qui se passaient. Donc, la grotte a été découverte. Les Humites ensuite ont voulu faire, selon leur dire, une sorte d'étude de la société terrestre. Et pour diverses raisons, ils se sont installés en Espagne. Et en Espagne, donc les Humites, leur apparence, et vous allez voir pour les auditeurs que c'est un cas qui est, voilà, qui va très loin. Donc, ils seraient d'apparence humaine, blonds aux yeux bleus, 1,80 m, 1,90 m, plutôt de grande taille, le front un peu plus proéminent, mais ils pourraient marcher parmi nous comme si de rien n'était. Et ils se faisaient passer, quand ils sont installés en Espagne, pour des médecins danois, des vétérinaires, des professions médicales d'Europe du Nord. Donc, et dans les années 50, il y a donc, quand ils ont commencé à s'installer en Espagne, il y a le cas d'une vieille dame qui avait une grande maison et elle a loué sa maison à des vétérinaires d'un pays d'Europe du Nord, qui étaient en fait des humites. Ces humites, donc, auraient commencé à mener des expériences sur des animaux terrestres et tout ça. Donc déjà, on voit que c'est pas très très positif. Et à un moment donné, ils auraient mené des expériences avec des agents pathogènes humides et simplement la fille de la propriétaire de la maison se serait contaminée par ces agents pathogènes humides. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas cette histoire? Ça, on peut pas savoir parce qu'il y a beaucoup d'informations très vraies, beaucoup de désinformations dans les lettres humides. En tout cas, la personne serait tombée malade, euh, notamment au niveau de la main, au niveau des yeux, et les humides ne voulaient pas sauver la personne pour ne pas se faire découvrir, donc ils ont laissé mourir la personne. Et ensuite, pour éviter toute contamination, ils ont coupé la main, la main du corps. Ils ont coupé la main du corps et enlevé l'œil infecté, contaminé, quand le corps était à la morgue. Donc, la mère qui venait de perdre sa fille, puisque c'est la fille qui aurait découvert, qui aurait touché aux artefacts humides par curiosité, savoir ce qui se passait et tout. La mère, elle a été accusée d'avoir mutilé le corps, plus ou moins, mutilé le cadavre, donc elle a fait plusieurs mois de prison. Ensuite, elle a été sortie de là. Donc, il y a des gens comme Jean-Pierre Petit qui ont enquêté, et effectivement, ce fait divers a
a bien eu lieu. Donc on voit déjà que les humides, leurs intentions ne sont pas claires. On voit qu'il y a une envie d'expérimenter. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas du tout sain. Donc ça, c'est un petit peu le préambule. Dans les années 60, il y avait un Espagnol, Fernando Sesma, euh, qui avait écrit un livre sur les extraterrestres et tout, qui était un petit peu dans l'équivalent de ce qu'on pouvait appeler les galactiques de l'époque, comme dans un petit peu la fausse lumière et tout, qui avait des contacts extraterrestres authentiques, physiques, mais et aussi par des lettres, par d'autres races extraterrestres, du reste que les humains, et ces contacts, il était manipulé très clairement par les entités. Mais en tout cas, ces contacts étaient sincères, quelqu'un de très sincère mais manipulé par les entités, et il organisait des rencontres dans un restaurant de Madrid qui s'appelait la Baleine Joyeuse. Et parce qu'il était relativement connu, et parce que et les humites ont commencé à lui envoyer des lettres où il décrivait où ils décrivaient leur science, où ils décrivaient leur monde et tout. Et dans les lettres reçues par Sesma, donc je simplifie, c'est un petit peu plus complexe que ça, les Humides parlaient donc de phénomènes cosmologiques liés donc à la nature de la réalité qui ont été découverts que dans les années 90. Après qu'on croit à la cosmologie officielle et tout, les Humides parlaient de choses qui n'ont été découvertes, entre guillemets, que dans les années 90. Donc, Sandro Sesma, voilà, n'était pas en mesure de le comprendre, même un scientifique mainstream n'était pas en mesure de parler de ça. Donc, c'était des concepts comme les univers jumeaux, c'était des concepts comme des choses sur l'expansion de l'univers, l'onde d'expansion de l'univers et tout. Je te dis, Alexis, c'est dans les années 90 que ça a été découvert. Donc, on voit déjà qu'il y a une connaissance scientifique extrêmement importante. Ensuite, il y a eu des lettres humides qui ont été reçus par des scientifiques et des ufologues et des quidam aux États-Unis, en Australie, en URSS à l'époque, euh, en, un petit peu partout dans le monde, mais surtout en France et en Espagne, et des lettres aussi postées d'un petit peu partout dans le monde, ça il faut le dire, avec un signe très spécifique des humides et tout. Donc voilà, c'est un cas mondial, mais qui concernait essentiellement l'Espagne et la France. Donc il y a eu aussi des photos de vaisseaux qui ont été prises, notamment à San José de Valderas. Et là, donc, les humides avaient prédit une apparition, des gens ont vu un ovni, il y a eu des photographies qui ont été faites. C'est pareil, tout de suite, Claude Power a dit que la photographie était un faux et tout, mais en fait, il s'est avéré que Claude Power n'avait même pas étudié la photographie. C'était basé sur d'autres choses, des analyses qui étaient elles-mêmes tronquées. Donc, il y avait une envie de mettre ça sous le boisseau. Et Jean Paullion, justement, donc un chercheur a montré que ces photos étaient probablement vraies. En tout cas, il y a eu des apparitions d'ovnis avec le sigle UMIT. En URSS, en 1989, dans un parc à Voronezh, donc une ville soviétique, il y a eu des apparitions d'ovnis et même un atterrissage d'ovnis avec le sigle de l'affaire Humo. De cet ovni est descendu un géant, il y a eu un enfant qui a disparu et qui a réapparu. Et c'est un cas qui a été authentifié par des chercheurs, des scientifiques soviétiques. Du reste, je me rappelle de ce cas. Même la télévision française en avait parlé, donc en 1989. Voilà, je me rappelle très très bien de ce cas, parce que dans les années 80, l'information, contrairement à ce qui se dit, circulait un petit peu mieux maintenant, mais un cas authentique. Et ces enfants, ces jeunes soviétiques essentiellement et leurs parents, ne pouvaient absolument pas connaître l'affaire Humo, puisque c'était encore, même s'il y avait la perestroïka et tout était mis sous le boisseau. Donc c'était impossible pour ces jeunes soviétiques de connaître ça. Donc, il y a eu aussi des cas d'apparition du mythe. Par exemple,
il y a Jimmy Gueux qui en parle dactylo, de ce dactylo espagnol qui est contacté par les humides, qui se faisaient passer pour des médecins danois. Et la femme ne sentait pas l'affaire. Elle disait, il y a un truc qui va mal et tout ça, parce que le dactylo, il tapait des rapports pour les médecins danois, des rapports qui parlaient de science, qui parlaient de choses de concepts très, très avancés. Et elle disait, est-ce que c'est pas une affaire d'espionnage? Donc il faut se mettre dans le contexte, c'est les années 60, c'est l'Espagne franquiste, donc Franco, qui était du reste tenu par les jésuites et tout, et il y avait toute une peur, une paranoïa. Donc la femme de ce dactylographe, elle commence à lui dire, bah écoute, tu devrais faire attention, c'est peut-être une affaire d'espionnage, on va avoir des problèmes et tout. Donc s'en est suivi une scène de ménage. Le lendemain, les médecins danois, entre guillemets, sortent une sorte de sphère de leur poche qui se met à flotter. Et là, dans la sphère, il y a un petit écran où euh, toute la scène de ménage de la veille entre le dactylo et sa femme est rejouée. Et là, les médecins entre guillemets disent que c'était des humides, des extraterrestres et tout. Il y a même eu des personnes que j'ai rencontrées qui ont dit qu'ils ont eu affaire à des humides. Donc voilà, ça, j'ai des témoignages de première main. Donc il y a des gens qui rencontrent aussi des humides physiquement. Et ces humides, est-ce que c'est des humides, des hybrides, des représentants de la société parallèle? En tout cas, il y a des cas de contact. Et là, on en vient à Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit, euh, c'est donc cet astrophysicien français qui a reçu des lettres des humides. Donc, lui, il a commencé à s'intéresser à ça par le biais de quelqu'un, je crois, qui lui a parlé de tout ça et tout. Il a commencé à recevoir des lettres des humides et ce directeur de recherche au CNRS, quelqu'un de haut placé, il a eu le courage d'admettre qu'il a fait des recherches par rapport à, aux lettres humides, des recherches qui lui ont permis de développer des systèmes de propulsion à MHD, de développer aussi une théorie sur les univers parallèles et tout. Et du reste, tout cela s'est vérifié dans les années 90. Même sa propulsion à MHD s'est vérifiée dans les années 90. MHD, que je te coupe la parole, magnéto-hydrodynamique, et qui donc permet en gros, hein, ça a été fort étudié d'ailleurs en Russie, qui permet en gros de propulser un objet à une vitesse incroyable sans frottement, et donc que ce soit dans l'air ou même sous l'eau. Voilà. Et Jean-Pierre Petit, il a eu des ponts en or justement pour aller travailler en Russie, mais il n'a jamais accepté. Donc, suite à cette affaire Humeau, la vie de Jean-Pierre Petit a été complètement détruite, chamboulée. Par exemple, bon, ce qu'on comprend dans ses livres, c'est qu'il a vécu beaucoup de problèmes familiaux et tout ça, des drames personnels aussi selon des personnes qui le connaissent. Après, il a subi des phénomènes de missing time, d'abduction, de ciblage en réseau par des entités. Et puis, il a été complètement mis au placard. Oui, Donc, le CNRS d'ailleurs l'a complètement, je crois, éjecté, ou il ne recevait en tout cas plus de, je sais pas comment est-ce que lui il appelle ça, mais enfin bref, de revenus, enfin voilà, en tant que scientifique, bref. Il a été coupé, disons, au niveau des vivres, au niveau pécunier en tout cas, et c'est ce qui est, c'est une des manipulations, hein, bon bref. oui, il a été détruit par le CNRS. Ensuite, ses travaux n'ont jamais été reconnus alors que c'était des travaux pionniers, qu'ils soient aidés ou pas par des entités et tout. Donc, il a subi ce qu'on peut appeler un syndrome décontacté en règle, c'est-à-dire une destruction de la part du CNRS et tout ça, de la bêtise humaine ou non humaine, peu importe, mais aussi une destruction par les entités, parce que le vécu de Jean-Pierre Petit, il y a, il y a, pour moi en tout cas, et ça,
c'est mes recherches qui permettent de le dire. C'est pas du tout ce qu'a dit Jean-Pierre Petit, je le précise, je lui mets pas des mots dans la bouche, mais pour moi, c'est le phénomène derrière les humides qui l'a détruit. Ce qu'il a vécu, c'est le syndrome du contacté. Destruction financière, familiale, voilà, destruction, une destruction totale. Son fils qui est d'ailleurs décédé dans des Oui, c'est ça. circonstances étranges, il s'intéressait fort à l'apnée, hein, son fils, l'apnée aquatique, enfin bref, je sais pas comment on appelle ça, comme on le voit dans le Grand Bleu, hein, dans le film Le Grand Bleu, donc de la compétition, plonger le plus loin possible sans respirer, etc. Et malheureusement, il y a eu un accident, et voilà. Donc, Oui, oui, ça pour moi, c'est tout connecté, connecté à ces entités. non humain, voilà. Donc, donc ça, c'est vraiment très tragique. Donc, et Jean-Pierre Petit, bon, il a eu le courage quand même de rester dans ses convictions et tout, et de dire, comme un vrai scientifique, que l'affaire Humeau, il y avait une des connaissances non humaines. Donc, chapeau à Jean-Pierre Petit. Après, on peut l'aimer ou pas l'aimer, mais chapeau à Jean-Pierre Petit, un homme très courageux. Après, il y a pu avoir des cooptations et des choses comme ça, mais en tout cas, pour l'affaire Humeau, il est resté droit dans ses bottes. Donc ça, ouais, voilà. Donc, donc, il y a eu Jean-Pierre Petit, et puis, dans les années 90, en 1993, il y a il y a Jordan Pena, un Espagnol, qui a admis avoir tout fabriqué. Simplement, cet Espagnol devait avoir un don d'ubiquité pour envoyer des lettres un petit peu partout. Ensuite, c'était un menteur professionnel et un mythomane professionnel qui se disait être professeur dans un lycée technique, mais qui n'arrivait pas à aligner deux mots, qui ne, voilà, qui n'arrivait pas à écrire, pas à parler. Et c'était un menteur professionnel, donc beaucoup de mensonges et tout. Alors, il y a eu des enquêtes qui ont été faites, notamment par un écrivain français, Stone Garden Teapot. Donc, c'est un pseudonyme. Et voilà, mais c'est très bizarre le pseudonyme, j'en parlerai un petit peu plus tard. Ça fait référence à quelque chose de pas très clair non plus, mais bon. Stone Garden Teapot, donc, il a enquêté sur Jordan Pena, et en fait, Jordan Pena, c'était un mythomane et un menteur. Il ne connaissait rien à la science, donc c'est pas possible qu'il ait pu inventer tout ça. Absolument impossible. D'autant plus que Jordan Pena a été utilisé par la CIA pour casser l'affaire, pour confesser le canular qui n'en était pas un. Mais enfin, c'était impossible. Aucune connaissance des sciences, aucune connaissance de la langue espagnole, un homme rustre et mythomane. Et c'est typique que des gens comme ça soient instrumentalisés par les services de renseignement pour casser quelque chose. Rappelez-vous en Angleterre, les crop circles, c'est une réalité absolue. Il y a eu des ondes de forme dans certains crop circles qui soignent, d'autres sont connectés à des armes à énergie dirigée et tout. Voilà, et c'est pas possible de les faire en une nuit. Mais il y avait des pépés farceurs en 1990 qui avaient dit qu'ils avaient tout fait. Impossible, parce qu'ils en faisaient même en Australie. Ils devaient voyager en Australie, en Suède pour en faire dans la glace et tout. Et pareil, c'était deux personnes qui n'alignaient pas deux mots, qui étaient rustres et tout. Et c'est typique de gens utilisés par la CIA, par les services de renseignement pour discréditer une affaire. C'est des gens comme ça, du reste, qui sont utilisés dans une partie du ciblage en réseau, notamment dans le théâtre de rue. C'est ce qu'une personne ciblée appelle le peuple du gangstalking. C'est des gens qui sont payés pour cibler, pour même jouer le rôle d'acteur de crise, pour aussi mentir sur des dossiers comme ça. C'est exactement pareil. La photo de 1933 du monstre du Loch Ness, c'est une photo authentique. Et soi-disant, c'est quelqu'un qui a confessé sur son lit de mort que c'était un canular et tout simplement des contre-enquêtes, notamment par Karl Schucker, un cryptozoologue anglais, et à un niveau par Michel Ballot, aussi un cryptozoologue français,
ont montré que cette confession a toutes les chances d'être un canular. Donc on se rend bien compte que voilà, ce que disait Jordan Penham, c'est complètement bidon. Ce qu'il y a de bidon dans l'affaire Humeau, c'est pas l'affaire Humeau, c'est cette confession. D'autant plus que les documents humides ont continué à arriver dans les années 90, 2000, et ils continuent à arriver sous forme de tweets. Toujours pareil, avec des connaissances scientifiques hyper en avance sur leur temps. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière l'affaire Humeau? Donc, selon les humides, ils sont à peu près 180 parmi nous, et pour moi, ils sont beaucoup plus. Et donc là, le mot humide, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se cache derrière les humides? Donc, pour moi, il y a des hybrides, puisque les hybrides liés aux abductions, quand on lit le livre de David Jacobs, quand on écoute les témoignages d'abductés, leur description blond, les cheveux clairs en tout cas, un aspect totalement humain, ça correspond à la description des humides. Et effectivement, les hybrides sont en train d'infiltrer la société. Donc il y a une connexion avec les hybrides. Par exemple, il y a quelqu'un que je connais qui a rencontré un humide qui dirigeait une entreprise et cet humide est rentré dans son esprit lors d'un repas. Euh, alors, comment ça s'est passé? Cette personne était promoteur immobilier et il a rencontré quelqu'un qui dirigeait une entreprise. La personne qui dirigeait l'entreprise euh, se faisait, voilà, voilà, le promoteur immobilier s'était pris de fascination pour la personne. Pourquoi? Parce qu'il avait des connaissances très pointues en ésotérisme, très pointues dans beaucoup de domaines, donc ils échangeaient par rapport à ces sujets-là. Et puis ils sont liés d'amitié, et un jour, le dirigeant d'entreprise invite le promoteur et sa femme pour manger chez lui. Et là, il voit des choses très bizarres et tout. Et à un moment donné, le promoteur immobilier ressent cette, euh, que cette personne est en train de lui rentrer dans l'esprit, littéralement, rentrer dans l'esprit. Or, c'est la capacité des hybrides, même les humides disent qu'ils sont télépathes. Donc, du coup, il a compris qu'il avait affaire à quelque chose de non humain. Donc ensuite, d'autres humides peuvent être des membres de la société parallèle qui ont des technologies tartariennes et qui utilisent les lettres humides pour justement, euh, pour, pour justement manipuler les masses. Donc, quelques éléments sont donnés, mais dans les lettres humides, et on va le voir un petit peu plus loin, il y a il y a toute une propagande. Donc, c'est comme ça que procèdent les entités. Elles donnent quelques trucs, quelques bribes, pour ensuite prendre ailleurs. Et dans les lettres humides, il y a quelques informations qui sont données, qui valident les lettres humides. En même temps, il y a énormément de propagande liée au New Age et tout ça. On va y revenir. Donc, il y a ça. Après, il y a des entités aussi qui s'appellent les entités de type Zeta 2, qui sont des entités qui sont connectées au MyLabs, qui ont été décrites du reste par plusieurs cas de MyLabs avec, avec, euh, avec qui j'ai pu échanger. J'ai pu échanger avec des personnes en France qui ont réchappé de MyLabs et ils décrivent des entités d'apparence humaine qui collaborent avec l'armée, donc la face ésotérique de l'armée, de la société parallèle, et qui participent à des abductions et à des expérimentations. Donc, une survivante de MyLab a enquêté sur les entités qu'elle appelle les états des entités d'aspect humain, mais obsédées par la technologie, l'expérimentation, et qui cherchent à prendre le louche. Selon cette personne, ces entités de type Zeta 2 sont des mercenaires qui, en fait, donnent de la technologie à d'autres entités.
c'est des entités qui sont un mélange d'humains et d'anges déchus. Et c'est des entités qui sont aussi connectées au ciblage en réseau et tout, et qui jouent un rôle très important dans le système de contrôle. Alors, ces entités, elles se caractérisent par un espèce de rictus, un espèce de sourire artificiel. John Keel parlait d'entités de type Grinning Man, donc l'homme souriant, qui était connecté à des affaires de contact aux États-Unis dans les années 60, où les contactés ont été complètement détruits. Et la description des Grinning Men correspond à la description des états d'eux. Et pareil, c'est des entités d'apparence humaine. Même Betty et Barney Hill, par exemple, surtout Barney Hill, quand il vit son abduction, il décrit des gris, mais il décrit aussi des entités d'apparence humaine, qui sont probablement ces entités de type zeta 2 et tout. Donc, chez les humides, il y a les zeta 2. Et on se rappelle du cas de cette dame qui avait la maison qu'elle louait aux humides, qui se livrait à des expérimentations sur des animaux. Donc, ça rappelle quand même les états 2. Donc, c'est très important de le dire. Donc, il y a cet aspect quand même extraterrestre, extradimensionnel. Il y a une connexion aussi avec la société parallèle. Certains humides sont très probablement des membres de la société parallèle qui sont entre ici et la société parallèle qui est l'interface entre le monde des cinq sens et les entités sans âme. Et puis, d'autres lettres humides peuvent être écrites par des services de renseignement qui sont contrôlés par les entités sans âme. Donc, c'est quelque chose qui est multifactoriel. Les humides, c'est à la fois des hybrides, pour moi, des entités de type zeta 2, des, des membres de la société parallèle, des membres de services de renseignement, mais il y a une connexion avec des entités non humaines, il y a une connexion avec la société parallèle et avec les technologies et les connaissances tartariennes. C'est pour ça qu'il y a eu ces lettres, ces connaissances qui ont été données à Jean-Pierre Petit et tout. Donc ça, c'est le premier niveau. Donc quand on creuse encore un petit peu plus les lettres humides, on se rend compte que là, il y a toute une propagande en faveur des nanotechnologies. La société humide, elle est basée sur les nanotechnologies. Les humides aussi sont connectés à un esprit planétaire, donc à une conscience collective, conscience de groupe. Et pour moi, c'est la conscience collective synthétique de la matrice dont j'ai déjà parlé dans les cours, dans les conférences, et je crois dont j'ai parlé avec toi. Archontique, éventuellement, ou ça n'a rien à voir? Voilà, c'est ça, Ouais, ok. D'accord. avec la matrice archontique. Ok, ok, ok. Ensuite, les humides parlent aussi d'une société qui est complètement gérée par des ordinateurs, autrement dit gérée par les IA. Et les IA gèrent tout dans la vie des humides, que ce soit donc le moment de la conception, c'est tout géré par des IA, que ce soit leur quotidien, que ce soit quels humides feront tel ou tel emploi, quelles unités auront telle ou telle fonction, tout est géré par l'IA, tout est géré par des réseaux d'ordinateurs. Quand on regarde aussi les lettres humides, il y a toute une propagande en faveur de ce qu'on peut appeler la technocratie, qui est une société gérée par les intelligences artificielles où l'individu disparaît, où le collectif est tout. Donc c'est une sorte de forme de communisme, fascisme, ça revient absolument au même. Dans les lettres humides, chaque humide aura une fonction, en gros, de son intelligence, de ses capacités, il ne pourra plus en sortir. C'est un système de caste, c'est une société cauchemardesque où il n'y a même pas de libre arbitre, où tout est géré par la conscience collective, autrement dit par les IA, il faut être très clair, conscience collective synthétique, et par les réseaux d'ordinateurs.
C'est une société aussi qui est basée sur l'eugénisme et où il y a toute une manipulation génétique. Alors ça, ce n'est pas dit, mais c'est sous-entendu par le biais des nanotechnologies. Donc, et ça parle de nanotechnologie, d'IA, de sociétés gérées par les ordinateurs dès les années 60, que un simple quidam ne pouvait absolument pas connaître, à moins que la personne soit liée à la société parallèle ou soit en contact avec des entités non humaines. Même les lettres humides, euh, ça parle en gros de personnes qui sont enlevées à leur famille à un très jeune âge pour subir un espèce d'endoctrinement, pour servir le groupe. Il y a plus de place pour l'individu. Donc, c'est une société de ruches, une société qui est connectée, qui est connectée à Davos. C'est une société complètement eugéniste, exactement comme comme en parle le Forum économique de Davos. Mais c'est aussi une société qui est basée sur le crédit social. Le concept de crédit social est expliqué dès les années 60, qui est basée aussi sur la technocratie. Et la technocratie, c'est une société dirigée par les IA que poussent des gens comme Elon le parfum et d'autres et le canard. Donc on voit bien que on a vraiment que il y a toute une propagande justement pour il y a toute une propagande pour la société post-reset, une propagande pour des villes gérées par les IA, pour une vie quotidienne gérée par les IA, pour la fin de la conscience individuelle et la fusion avec la conscience collective, une propagande en faveur des nanotechnologies, et dans les tweets et les lettres humides récentes, il y a toute une propagande aussi sur le faux sauveur externe. Donc c'est dit de manière très très indirecte, et ça donne des techniques d'invocation et des techniques de prière. Comment bien invoquer, comment bien prier. Et ça rappelle Barbara Marcignac, qui dans son livre Les Messagers de l'Aube, donc il y a en fait plusieurs livres, donc il y a un livre en français, mais en anglais il y a plusieurs livres, elle donne des protocoles pour contacter les soi-disant Pléiadiens et fusionner avec les Pléiadiens. Donc littéralement fusionner, donc être possédé en gros par les Pléiadiens. Quand on étudie des textes comme les Messagers de l'Aube, c'est comme les lettres humides. Il y a beaucoup d'informations qui sont données. Par exemple, dans les Messagers de l'Aube, les Pléiadiens parlent du projet Bluebeam dès les années 90, avant même que le nom Bluebeam soit évoqué. Donc ça ne parle pas du nom Bluebeam, mais la thématique, la fausse invasion extraterrestre est là. Le livre La transmission de Channeling parle aussi de PNJ, d'insert holographique, d'entités reptiliennes, donc beaucoup de concepts qui sont absolument authentiques. Par contre, la transmission de Channeling de Barbara Marcignac parle aussi de Planet Eccles, qui est absolument bidon. Elle présente les Pléiadiens comme des faux sauveurs et elle dit que la solution pour les humains et les Pléiadiens, c'est de fusionner ensemble. Comme ça, les humains pourront vivre des expériences psychiques hors du commun et les Pléiadiens ont besoin de fusionner avec nous pour qu'ils puissent survivre. Donc pour moi, c'est appelé à la possession. Les protocoles dans les messagers de l'aube, c'est pour appeler à la possession. C'est comme Stephen Greer organise des soirées, des rencontres ovnis où des gens se mettent dans un champ et invoquent des ovnis et, et font des méditations et tout pour avoir des contacts. Ça, c'est appelé à la possession. Or, les lettres humides, elles parlent carrément de ça. Comment bien invoquer, comment bien prier. Et ça, de manière déguisée, c'est comment bien se faire posséder. Elles disent aux gens, faites tel ou tel type d'invocation, priez de telle ou telle manière pour pouvoir être possédé. Donc on voit bien que les lettres humides, les transmissions de channeling, les, euh, les transmissions de channeling, l'ufologie à la grille, c'est connecté
au même type d'entité, c'est-à-dire à des entités non humaines, notamment à la société parallèle, à des entités de type galactique, à des entités sans âme qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas, et à des anges déchus. Et on voit que c'est le même modus operandi. Quelques connaissances qui sont données, ce qui prouve que ce n'est pas d'origine humaine. Ensuite, toute une propagande en faveur du programme du faux sauveur externe, toute une propagande aussi en faveur de l'IA, de la société post-reset, de la perte de l'individualité et tout. Donc ça va très loin. Et quand on creuse encore un petit peu plus le sujet des humides, il y a justement des concepts qui sont dits, qui sont évoqués, qui se rapprochent de la noosphère, qui se rapprochent aussi du point oméga. Et ces concepts ont été mis en place par le prêtre jésuite Pierre Teilhard de Chardin. Et Stone Garden Teapot, c'est Pierre Teilhard de Chardin, c'est son pseudonyme. Donc, on voit bien qu'il y a un lien entre les lettres humides et les jésuites. Et effectivement, la face ésotérique des jésuites, elle est connectée à la société parallèle selon le témoignage de Swali. C'est la face ésotérique des jésuites, elle est connectée à des expérimentations génétiques où des hybrides entre humains et anges déchus sont créés. Et ça, c'est les entités de type zeta 2 et d'autres types d'entités. Les jésuites, dans leur face ésotérique, ça n'a rien à voir avec des prêtres, c'est carrément des hommes et des femmes de toute religion, mais qui pratiquent le satanisme, qui sont spécialisés dans la modification génétique, la magie noire, le contrôle mental et la manipulation de la réalité. C'est la face ésotérique des jésuites qui tient des institutions comme le CERN, qui est connecté aussi à des projets comme le projet Montauk et tout. C'est une société secrète extrêmement puissante et méconnue, mais très puissante. Et dans les lettres humides, il y a toute une propagande en faveur donc d'un point oméga qu'elle n'appelle pas comme ça et de la noosphère. Point oméga et noosphère, c'est en gros quand les consciences individuelles fusionnent avec une conscience collective, avec les IA, quand l'humain cesse d'être humain. Autrement dit, quand la conscience humaine quand l'âme humaine, plus exactement, a été phagocytée par les IA. C'est ça le concept de noosphère et de point oméga. Alors, Pierre Teilhard de Chardin, il faut bien comprendre que c'est quelqu'un qui était dans le milieu de la cybernétique. Cybernétique, c'est la fusion de l'humain avec la machine. C'est aussi quelqu'un qui poussait la théorie de l'évolution, le concept de planète école et tout. Et d'ailleurs, il est à l'origine de la manipulation du canular de l'homme de Piltdown. L'homme de Piltdown, c'est quoi? C'est dans les années 20 en Angleterre. Il aurait été découvert le chaînon manquant entre l'homme et le singe. Donc, ça, c'était enseigné dans les écoles comme preuve matérielle que le darwinisme, c'était plus qu'une théorie, que c'était une réalité. Dans les années 50, le crâne de Piltdown a été réanalysé et il s'est trouvé que c'était un faux. Donc personne n'a jamais découvert qui a fait le faux, simplement Teilhard de Chardin est associé à cette histoire de bout en bout. Donc c'est très probablement lui. En tout cas, c'était quelqu'un qui a poussé le concept de planète école, qui a poussé aussi le concept de noosphère, qui veut dire fusion avec l'IA. Euh, Quand les New Age parlent d'unité, ils s'inspirent très souvent de Teilhard de Chardin. Les lettres humides parlent aussi de Teilhard de Chardin, utilisent des concepts avec d'autres noms de Teilhard de Chardin. Donc on voit qu'il y a la main aussi de sociétés secrètes comme les jésuites derrière l'affaire Humeau. Et Teilhard de Chardin, Malachi Martin, qui était d'ailleurs lui aussi un prêtre jésuite, mais qui a compris la manipulation, qui était le directeur de toute la sécurité du Vatican,
il a expliqué dans son livre consacré aux exorcismes, que beaucoup de personnes se sont retrouvées possédées rien qu'en lisant les œuvres de Teilhard de Chardin. Donc c'est quelque chose qui contient beaucoup de virus psychiques. Et les enseignements de l'affaire Humeau sont connectés aux enseignements de Teilhard de Chardin. Et tous ces enseignements, euh, il y a des connaissances derrière ces enseignements sur les IA, sur, sur la nature de la réalité que Teilhard de Chardin ne pouvait pas comprendre, ne pouvait pas avoir à son époque. Donc on voit bien qu'il y a la connexion, qu'il y a la main de la société parallèle et des entités sans âme derrière tout ça. Donc l'affaire Humeau a été poussée par par beaucoup de le mouvement New Age justement. Ça a été poussé par pas mal de chercheurs qui, d'une manière ou d'une autre, sont connectés aux jésuites, et ça se rapproche de l'enseignement New Age, de la fusion avec la machine du transhumanisme. Donc on voit bien que les lettres humides sont faites pour que les personnes qui sont en cours de réveil tombent dans des cages, donc les cages du transhumanisme, les cages de la fausse unité New Age, les cages du concept de planète école. Par exemple, les humites expliquent que au bout de 38 millions d'années dans les lettres, les humains évoluent et deviennent tous des Christ. Et à ce moment-là, l'humanité s'arrête parce que tout a été exploré. Donc à la fois c'est un concept d'eugénisme, à la fois un concept de planète école et tout, ce que poussait Teilhard de Chardin, ce que pousse le New Age, qui pousse l'eugénisme et la planète école. Donc on voit bien que ça fait partie de tout un système de contrôle. En même temps, dans les lettres humides, il y a à la fois des informations qui sont données qui prouvent à 1000% qu'il y a la main de la société parallèle et d'entités non humaines derrière une partie de l'affaire Humeau. Et puis, euh, des, il y a aussi des lettres, des lettres qui sont complètement, voilà, qui font une propagande du New Age et tout ça, où c'est comme des transmissions de channeling. C'est extrêmement, voilà, c'est comme des transmissions de channeling. On voit qu'il y a cette espèce de dualité, on voit qu'il y a cette espèce d'ambivalence. Selon certains, même Jordan Pena aurait été instrumentalisé, utilisé par les entités elles-mêmes pour confesser que c'était un faux. Et donc, on voit bien que à la fois les entités prouvent qu'elles existent parce qu'il y a des preuves matérielles, mais à la fois elles se nient elles-mêmes. Et les entités fonctionnent comme ça. À la fois elles se montent, mais à la fois elles se cachent pour créer des systèmes de croyances, pour créer des controverses, pour rester cachées, pour se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas, parce qu'elles se nourrissent de ça. Elles se nourrissent de la controverse. Elles se nourrissent quand elles sont cachées, quand elles se montrent d'une façon, alors qu'elles sont complètement différentes de la manière dont elles se montrent. Et les lettres humides, alors c'est là où ça devient très intéressant, sont aussi connectées au projet Bluebeam. Parce que les lettres humides, elles expliquent qu'il y a des races d'extraterrestres qui peuvent être hostiles, qui peuvent potentiellement, dans le futur, nous infiltrer, nous envahir un petit peu comme les textes des messagers de l'aube. Et il y a des trucs extrêmement vrais dans tout ça. Autrement dit, les humites expliquent comment l'infiltration se fait par des abductions, par des créations d'hybrides, par la séduction. Ça, c'est absolument vrai. Sauf que l'infiltration ne va pas avoir lieu dans le futur. L'infiltration a déjà eu lieu, elle est en train d'avoir lieu, et même, j'irai même plus loin, on est dans le monde des entités. Donc, les lettres humides présentent une vérité,
et la déforme pour que cette vérité soit utilisée dans le cadre du projet Bluebeam. Donc, pour créer une perception pour créer une perception de chaos imminent, alors que les entités sont déjà là. Donc, c'est une technique d'illusionniste pour montrer là, alors que les choses se passent là. Donc, il y a, donc, il y a vraiment ça. Et ça, c'est dans les dernières lettres humides. Et puis, il y a tout ce concept du faux sauveur externe. Donc, les humides se présentent comme des faux sauveurs externes. C'est une manière très, très subtile, mais ils se présentent comme ça, comme là, pour nous aider et tout ça. Il y a des jugements qui sont pas portés sur l'humanité. La matrice, par le biais de la notion de planète école, est présentée comme un faux sauveur, comme des faux sauveurs externes et tout. Donc, l'affaire Humeau, c'est une affaire extrêmement complexe. C'est une affaire qui, à la fois, parle, qui, à la fois, donc, donne des informations scientifiques de premier plan, qui ne pouvaient pas être connues dans les années 60. Des informations aussi par rapport à la nature de la réalité et tout, qui ne pouvaient pas être connues dans les années 60. Des scientifiques, dont Jean-Pierre Petit, mais probablement d'autres, ont pu avancer dans leurs recherches grâce aux lettres humides. Donc on voit bien qu'il y a un aspect non humain, connecté au minimum à la société parallèle, qui ont des connaissances par rapport à la Tartaria, et très probablement à des hybrides et à des entités non humaines. À la fois, dans les lettres humides, il y a toute une propagande en faveur du transhumanisme, en faveur de la, en faveur aussi de l'IA, en faveur aussi du faux sauveur externe et de la planète école, parce que les humides, ils vendent des smart cities dans leur lettre. C'est ça qu'ils vendent, c'est des smart cities. Euh, il y a aussi une propagande connectée à l'eugénisme où des mensonges comme la surpopulation sont évoqués et tout. Donc, il y a, il y a tout, il y a tout ça. À la fois aussi, il y a tout ce programme du faux sauveur externe. Il y a, il y a tout le projet Bluebeam, d'une manière ou d'une autre, qui est présenté de manière assez subtile dans ces lettres. Donc, on voit bien que l'affaire Humeau, et là je vais donner mes conclusions par rapport au sujet, c'est une affaire absolument authentique, qui n'a rien à voir avec des farceurs humains et tout. Derrière l'affaire Humeau, il y a des entités non humaines. Certains. Les humites, ce qu'on peut appeler les humites, c'est des membres de la société parallèle. Donc, c'est des membres de la face ésotérique de sociétés secrètes et de lignées sataniques qui sont connectés à la Terre creuse et qui dirigent cette réalité et qui sont en contact avec les entités sans âme. C'est ce qu'on pourrait appeler le Majestic 12, les niveaux inférieurs de Dulce, la face ésotérique des jésuites décrits par Swali, euh, la face ésotérique des francs-maçons, des sociétés secrètes allemandes qui continuent d'exister et tout ça. Donc, il y a ça. Il y a aussi des cas de personnes qui ont rencontré des humides dans le quotidien. Et ces humides ont très clairement des capacités non humaines. Donc là, certains humides sont des hybrides issus d'abduction, des entités aussi de type Zeta 2. Ces entités de type Zeta 2 qui sont obsédées par les technologies, qui sont obsédées par l'expérimentation et qui manipulent et détruisent et qui sont connectés au MyLabs. Il y a aussi très clairement la présence, et ça c'est une chercheuse française qui s'appelle Prune de Prune, qui explique ça, d'entités de type gris ou reptilien qui peuvent modifier leur apparence et prendre l'aspect humain. Il y a aussi la main de services de renseignement qui sont connectés à leur sommet par des entités, pas à des entités sans âme, et la main de sociétés secrètes comme les jésuites. Donc là, on ne parle pas de prêtres jésuites, on parle de la face ésotérique des jésuites. Donc on voit que l'affaire Humeau, c'est quelque chose de multifactoriel,
connectés aux entités sans âme. Et quand on parle du mythe, il y a plusieurs types du mythe. Et, et c'est une affaire qui est à la fois faite pour diviser, pour régner, à la fois aussi pour faire la promotion du New Age, de la propagande New Age parmi les chercheurs de vérité, à la fois aussi peut-être une expérimentation, un rituel de consentement pour voir comment des personnes déjà un peu réveillées peuvent être manipulées dans le cadre du faux sauveur externe. C'est aussi une expérimentation en recueil de données pour que les entités sans âme qui tirent les ficelles peuvent mieux nous manipuler par le programme du faux sauveur externe. En tout cas, c'est une affaire qui va très loin, qui est connectée à des entités non humaines, mais les entités non humaines ne sont pas ce que l'on croit. Donc, tu vois, Alexis, une affaire très complexe et très passionnante, qui est vraiment, vraiment d'actualité. Eh ben, en tout cas, j'ai appris énormément de choses. Je ne sais pas si les auditeurs aussi, mais en tout cas, déjà de un, je ne savais pas que les lettres humo continuaient en fait à circuler visiblement. Enfin, sous Et la forme de tweets. d'accord, oui, oui, ok, Sous la forme de tweets. bien sûr, ils se mettent quand même à la page. Exactement. Voilà, ils sont quand même modernes. Ils ont des comptes Twitter. Mais c'est surtout, bon, là je rigole, mais en tout cas, je savais vraiment pas que c'était encore d'actualité. Moi, je pensais que ça avait été finalement quelque peu enterré avec Jean-Pierre Petit. Il n'est pas encore enterré, hein, il vit encore, mais enterré un petit peu, oui, avec cette affaire qui finalement s'est un peu étiolée dans les années 2000, je pense. Moi, je me souviens d'une excellente émission que je recommande alors aux gens. Je sais pas comment vous irez chercher sur Google ou sur n'importe quel autre moteur de recherche, hein, DuckDuckGo par exemple, pour trouver l'émission de Jean Paulion et de Jean-Pierre Petit sur notamment comment ce que les Humites écrivaient, parce que Jean Paulion, c'est ce que je disais un petit peu en entrée de jeu, c'est lui qui a un petit peu décrit la manière dont il fallait déchiffrer cette écriture, ces lettres, hein, qui n'étaient absolument pas mises là avec un mode d'emploi pour les déchiffrer. Donc Jean Paulion, lui, a réussi, hein, donc un surnom, encore une fois, hein, je répète, ce Jean Paulion a réussi à déchiffrer toutes ces lettres, et entre autres, hein, l'alphabet, parce que je crois il y en a quand même qui étaient envoyés en espagnol aussi, bien entendu, hein, parce que bon, sinon... Donc voilà, c'est vraiment pas... C'est pas comme notre langage, avec sujet, pronom, complément d'objet, etc. C'est un peu à la manière des hiéroglyphes, justement, égyptiens, voilà, enfin, c'est assez passionnant, et voilà, je crois que c'était passé à la radio, tu sais, Radio Ici et Maintenant, hein, les émissions. Du reste, ce que je voulais te dire, c'est que Jean Paulion a prouvé que la langue humide aussi était une langue authentique, structurée, avec une Compliqué, ouais. grammaire et tout. Donc, c'est pas un plaisantin, ça va bien au-delà. Voilà, ça c'est très important à dire aussi. Et j'en ai appris beaucoup parce que, voilà, dans le sens qu'effectivement, je l'ai dit à Paul avant qu'on ne commence l'interview en off, c'était que, bon, moi j'avais vite déchanté. Au début, j'ai vraiment apprécié ce sujet vraiment pendant des années. Et à un moment donné, j'ai vraiment déchanté. Je me suis dit, bon, ben, voilà, c'est peut-être comme tu dis, moi je m'arrêtais à effectivement peut-être une société secrète. Ça, oui, ça me parle, mais qui avait, disons, envoyé et choisi pour cible des scientifiques, comme ça, plic-ploc, Jean-Pierre Petit, en plus, voilà, c'était pas du hasard peut-être, et qui finalement se jouait un petit peu d'eux. Mais on voit que, au-delà du jeu, parce qu'il y en a un quand même malgré tout, il y en a un quand même malgré tout de manipulation en tout cas, ça c'est certain. Euh, on peut peut-être, dès lors, avec cette émission aussi, aujourd'hui, Paul, peut-être mettre un visage sur une partie de nos géoliers. Parce que c'est bien ça, les géoliers de la conscience, les géoliers de notre pensée, de ce monde, encore une fois, de ceux qui détiennent en tout cas certaines clés euh, de, de- des coulisses, de ce qui se passe en coulisses finalement, et dont on ne peut absolument même pas imaginer une once de ce qui est dévoilé aujourd'hui. Je veux dire, c'est tellement improbable, c'est tellement immense
que je crois que voilà, encore une fois, on en revient avec des classiques au niveau cinéma. Matrix, par exemple, hein, voilà, qui est quand même un film presque documentaire. Hein, ça, on en a déjà parlé, Paul et moi. Mais c'est vraiment ça, quoi. On ne peut pas s'imaginer à quel point la manip est gigantesque, en fait. Elle est même pas imaginable, en fait, par nous humains, en tout cas. Donc, et alors, il y a aussi un film absolument que je recommande, hein, avec tout ce que tu dis. C'est le fameux film avec Charlie Sheen qui date maintenant, The Arrival, donc l'avènement, je crois en français, qui est un film presque documentaire aussi sur cette manip-là, avec effectivement ces apparitions d'extraterrestres qui sont humanoïdes en apparence et qui au final ne le sont pas du tout. Euh, donc il y a aussi cette histoire me fait aussi également penser notamment à une interview qu'aurait donnée Tesla, Nikola Tesla, à l'époque, hein, quand il vivait forcément, où il se disait apparemment être inspiré par des entités, par des extraterrestres. Il n'appelait ça pas comme ça, il appelait ça par des entités célestes, je pense, à l'époque. Mais il était inspiré par tout ça par rapport à ses inventions, ses trouvailles, enfin bref. Il y a une forte connexion, je trouve, avec ça. Voilà. De ce rapport scientifique, entité, etc. Qui les guide, qui s'en servent finalement, hein, comme tu as très bien dit dans l'interview, Paul. C'est c'est- c'est très intéressant, voilà, parce que c'est une affaire qui va vraiment loin et comme tu dis, ça nous permet de justement trouver qui sont nos géoliers Ah ouais. et tout, parce que c'est quelque chose qui va extrêmement loin. Très 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 loin. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Petit, à un moment donné, il le disait, hein, lui. Je me demande s'il n'a pas évoqué quand même un jour, et ça, bon, voilà. Je pourrais pas le retrouver comme ça, parce que c'est pas possible. Je me demande si quand même un jour il s'est quand même pas senti jouer un petit peu d'eux quand même. Tu vois, un petit peu manipulé aussi, je pense. Parce Jean-Pierre Petit est quand même loin d'être con. Et il a quand même un jour, je crois, évoqué dans une interview, peut-être sur son site quand même, s'il n'y avait pas une manipulation quand même de ces fameux humites. Mais qui, il l'a toujours reconnu, lui a beaucoup servi pour ses recherches. Ça oui. Si oui, oui, là, je pense qu'il a compris qu'il y avait une manipulation, mais c'est un peu comme Adamski et des gens comme ça, il n'a pas osé l'admettre, voilà. C'est ça, Pas exactement. parce que ça remet en question ses certitudes, que les humides sont là pour l'aider, alors ils l'ont peut-être aidé, mais c'est une manipulation, mais pas terrestre, une manipulation d'entité. C'est une manipulation d'entité. Et je pense qu'il n'est pas forcément prêt à admettre qu'il a été manipulé, utilisé par des entités. D'ailleurs, Jimmy Dieu parlait des humides comme étant manipulateurs. Il le dit dans sa cassette. Voilà. Non, c'est ça, exactement, oui. À différence de Jimmy Q, qui lui, il appelait un chat en général, et voilà, donc il allait au bout des choses par rapport à son analyse, hein, voilà, donc. Mais effectivement, voilà, Jean-Pierre Petit, je pense qu'il a de toute façon déjà assez balancé de choses, comme pour ainsi dire, qui a dépassé le cadre finalement de son métier voilà, d'astrophysicien, etc. Donc voilà, il a quand même balancé pas mal. Encore une fois, je sais pas si un jour il écoutera cette émission, mais en tout cas, je le remercie pour ça parce qu'effectivement, il m'a quand même beaucoup ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et l'ufologie, voilà, j'ai vraiment une passion pour l'ufologie euh, exacerbée par lui, par toutes ses recherches, par tous ses documentaires, ses livres aussi, hein, que je conseille, hein, Armes secrètes et ufologie. Donc voilà, que je conseille notamment. Je pense que c'est une personne profondément sincère mais qui a été très, très attaquée malheureusement. En tout cas, voilà, c'était vachement intéressant, Paul, une fois de plus. L'affaire Humit, l'affaire Humo, je devrais dire, vraiment, ça remet un petit peu, au goût du jour, cette affaire qui est encore une fois dont on n'a plus parlé depuis longtemps. Enfin, moi, en tout cas, je n'en avais plus jamais entendu parler, et je la pensais complètement enterrée. Et ben voilà que visiblement, elle perdure encore dans le temps. Donc, dans effectivement une période où l'ufologie n'a plus trop de place dans le JT ou sur les chaînes mainstream, hein, comme tu le sais. Bon, voilà. On en déduira ce qu'on en déduira.
Mais voilà, donc cher Paul, encore grand merci au nom des auditeurs et moi-même pour cet exposé, pour cette version des faits et de cette, encore une fois, de cette affaire Humo, qui n'a pas visiblement de faire couler l'encre. Donc on rappelle quand même pour la semaine prochaine, mardi 21 et vendredi 24, tes deux rendez-vous, tu veux nous les rappeler peut-être, Paul? Alors, pour le mardi 21, donc c'est une conférence en ligne en direct d'analyse de l'actualité. Et pour le vendredi 24 juillet 2026 de 18h à 23h, c'est un cours en ligne en direct sur la thématique passionnante de Rennes-le-Château, le lien avec le Tartaria, la présence non humaine, et on verra que la Bessonnière n'était pas ce que les gens pensaient qu'il était. C'est totalement autre chose et encore plus fantastique qu'on peut le penser. Oh que oui, je confirme. Voilà, mais donc effectivement, on prend ces deux rendez-vous-là. Je mettrai les liens bien sûr en description, Paul. Et en tout cas, on nous souhaite, je te souhaite bien du courage avec la chaleur, hein. J'espère que cette canicule ne va pas encore de nouveau nous atteindre. Canicule manipulée, hein, ça on le sait. Voilà. Peut-être qu'on en reparlera un de ces quatre. Et donc mardi 21, bah, à vos agendas, hein, parce que l'actualité est bouillante, si j'ose dire. Donc voilà, Exactement. c'est le cas de le dire. Donc voilà, on prend ces deux rendez-vous et Paul, encore une fois, grand merci. Et moi je dis à la semaine prochaine aux auditeurs parce que je continue tout l'été, oui oui carrément. J'ai des interviews dans les bacs. Donc voilà, ça se prépare. On ne chôme pas sur les sentiers du réel. Abonnez-vous, parlez bien de cette chaîne. Abonnez-vous aussi également chez Paul, puisqu'il a une chaîne éponyme, hein, Paul Ponceau. Je mettrai tout ça en lien, bien entendu aussi. Apportez-nous de l'amour, des likes, des partages, des boosts, tout ce que vous voulez. Surtout parlez, encore une fois, des sentiers du réel autour de vous. Abonnez-vous, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette émission sans s'abonner. Attention. Donc voilà, on fait des gros bisous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Ciao ciao, d'ici là, portez-vous bien, bonne semaine à tous. À bientôt.